en préparant la session, en préparant l'abstract, la proposition, on a un peu évolué pour se dire qu'on avait surtout besoin d'abord de mettre ensemble des idées, d'échanger sur le rapport entre éthique et sciences sociales, que signifie l'éthique pour les sciences sociales, les pratiques éthiques et donc les questions qui sont déclinées dans le résumé que vous avez vu. Dans la mesure où les échanges ne sont pas encore... il n'y a pas beaucoup de lieux d'échange sur ces questions-là. Et l'idée était plutôt d'avoir cette session aujourd'hui à l'occasion du travail sur la charte éthique en cours, du processus en cours de la NRS, et d'avoir par la suite, de l'inscrire dans une continuité, d'utiliser probablement l'ICASA pour avoir d'autres sessions de réflexion qui pourront porter, on en discutera en fin de cette session, d'une part sur le thème qui correspond au titre de l'éthique sous le regard des sciences sociales, et d'autre part au thème des pratiques de l'éthique et pas seulement des principes et des réflexions éthiques. Merci Monsieur le Président. Président, il a le contrôle de tout en Afrique, donc je reprends cette parole d'autorité. Alors, ce matin, nous allons parler de l'éthique parce qu'il y a un processus de révision de la charte éthique qui est en cours. Nous allons donc échanger autour des questions éthiques en sciences sociales et humaines au Sud. Et nous allons nous concentrer sur la recherche et non sur l'éthique du partenariat Nord-Sud, par exemple. L'idée, c'est de partager avec les jeunes chercheurs les acquis, les réflexions, les expériences en la matière. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un débat top-down ou un débat tout simplement partant d'un point de vue philosophique, mais de profiter surtout de la richesse des expériences du terrain des chercheurs. Et depuis 2 jours, on se rend bien compte que les expériences, il y en a. Donc, l'idée de partir de la problématique de la recherche sur le VIH, qui a été une problématique pionnière sur la question, et de conduire la réflexion éthique là-dessus. Alors, autour de la table, il y a des personnes qui ont autorité, justement. Alors, à ma droite, il est assistant de recherche MSM, autant pour moi. Juste à côté de lui, nous avons Caliste Talom Nyomigné, qui est biochimiste. Il est expert associatif du Sud sur les questions d'éthique, des soins et de la recherche. Il est chargé du programme éthique et de recherche au GTIA, au Cameroun. Alors, juste à ma droite, c'est Brigitte Bazin, qui est responsable de la recherche, du département de recherche, volet Sud à la NRS. Sur ma gauche, c'est Marc Aigro, qui est médecin anthropologue, chercheur à l'IED et affecté à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et Joseph Lamarange de Paxi, il est démographe, et IRD et Paxi. Alors, puisque l'idée ce matin, c'est de parler de l'éthique, de l'éthique, nous allons revisiter ce que c'est que la charte. Alors Brigitte, qu'est-ce que c'est que la charte éthique? Nous allons préciser votre appellation, c'est la charte éthique de la NRS.
parce qu'il existe beaucoup de chartes éthiques et je ne saurais parler que de celle de l'ANRS. Et je suis chargée de... Donc, l'idée, c'est d'articuler la réflexion aujourd'hui autour de cette charte. Il y a plusieurs, on aurait pu choisir beaucoup d'angles d'approche, mais donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la charte éthique de l'ANRS. Alors, sans doute, beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas très bien ou la connaissent un peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai plusieurs versions que je me propose de vous distribuer après, sauf si vraiment il y avait un tollé général, mais je pense que sinon on aura du mal à pouvoir échanger. Le texte est tellement passionnant que vous risquez de ne plus pouvoir en sortir. Donc je vous en distribuerai après. Quelques mots sur la genèse de cette charte et pourquoi une charte. On va dire dans les années 99, l'ANRS a beaucoup développé la recherche au Sud et ça faisait une dizaine d'années que des programmes étaient soutenus, mais en 99, on a vraiment souhaité mettre en place une politique de partenariat avec le Sud pour monter des programmes de recherche en articulation avec un certain nombre de pays dont, vous savez, les sites ANRS dont vous êtes les représentants. Donc l'idée en 99... En plus, on était en pleine période de montage d'essais thérapeutiques, donc très dans une recherche biomédicale, avec une couverture législative au Sud assez faible, des comités d'éthique encore balbutiants dans plusieurs pays, voire inexistants dans certains des pays où on finançait des projets, un partenariat pas encore institué et des textes réglementaires très peu développés en termes de protection de la personne se prêtant à des recherches. D'ailleurs en France, on n'était pas depuis très longtemps dans une couverture réglementaire très développée. En gros, la loi avait vraiment commencé à être appliquée en 92, donc finalement, c'est pas extrêmement ancien. Donc, fort de cette idée qu'on allait un peu naviguer à vue, avec peu de protection, et que par ailleurs on souhaitait afficher une culture précise du partenariat Nord-Sud, on s'est dit qu'on allait inscrire un certain nombre de grands principes dans une charte à laquelle autant nous que les participants, les chercheurs, les autorités, en gros tous ces partenaires des programmes de recherche allaient se référer pour monter des projets. Donc après, c'était assez difficile de savoir comment écrire une charte comme ça à Paris, à l'ANRS. Donc l'idée a été tout de suite de ne pas faire ça. Et on a monté des consultations sur les sites ANRS, donc en Afrique, Cameroun, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, en Asie, Cambodge, Vietnam, et essentiellement sur ces sites-là. Et donc certains se souviennent peut-être, et qui a abouti à la publication de la première version de la charte en 2002, qui était très biomédicale, qui était très axée sur l'éthique dans le domaine de la recherche biomédicale, parce que c'était une des premières priorités. Voilà, après, et elle a été très guidée par quelqu'un qui était responsable de l'espace éthique en France, à Saint-Louis, qui est Emmanuel Hirsch, qui est quelqu'un d'assez connu dans le domaine de l'éthique. Et puis quelques années ont passé, on a avancé et en 2007, à peu près 5 ans après, un nouveau président, un nouveau directeur à l'ANRS, Jean-François Delfraissy, qui a pour mission de développer la recherche sur les hépatites virales, notamment, et qui propose de refaire une deuxième lecture de la charte, avec à nouveau une concertation sur les sites ANRS autour de 3 points. La recherche sur les hépatites virales et ce qu'elle permettait d'approcher tous ces domaines-là, et puis d'amener sur une réflexion plus approfondie, sortant du biomédical et intégrant les recherches en sciences sociales. Et donc ça a été déjà à ce moment-là où l'idée a été on a déjà introduit une réflexion sur la charte éthique et les recherches en sciences sociales.
Et puis un troisième point, donc recherche en sciences sociales, hépatite virale. Et le troisième sujet, c'était l'enfant, qu'on n'avait pas beaucoup approfondi dans la première version et pour lesquels l'approche et les questions éthiques sont assez complexes. Et donc on a rajouté ces 3 points-là, à nouveau par une consultation sur les sites. Nous voilà en 2016 et comme vous le voyez tous, et ce matin on en a eu une image, la recherche sur le VIH-Sida a beaucoup évolué, notamment avec à nouveau cette médicalisation de toute la partie de la prévention, les notions de test and treat, les notions de PrEP, tout un champ vraiment extrêmement nouveau de traitements très précoces de gens qui ne se perçoivent pas, qui ne sont pas malades, même le nourrisson. Maintenant, on sait qu'on conseille de traiter quasiment dès la naissance. Donc on est dans quelque chose de nouveau, le traitement très précoce, le traitement médical de gens non malades et de non infectés. Et donc on s'est dit que peut-être qu'il fallait être certain que la charte permettait toujours d'approcher ce nouveau paradigme, pour dire un mot à la mode, de l'évolution de la prise en charge du VIH-Sida. Voilà. Et juste ajouter qu'à côté de ce champ PrEP, prévention et TASP, on a aussi de plus en plus, et c'est le cas sur les sites ANRS, de travaux qui sont ciblés sur des populations qui sont hautement stigmatisées et dans les épidémies à concentrer. Et là aussi, il nous a semblé que c'était 2 aspects qu'il fallait revoir. Donc il est clair que les sciences sociales ont une approche certainement de la discipline à apporter de façon très importante dans ce contexte. Et donc je vous laisse la parole. La seule chose, oui, je ne sais pas, j'ai un peu dépassé le temps, non ? Non, parce que je voulais juste dire que dans la charte, juste vous dire, je ne sais pas, les gens, ce qu'il y a dans la charte, c'est un peu embêtant, mais je ne vais pas la décrire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Très bien. Alors, on est dans un environnement de recherche qui a vraiment évolué, que ce soit le partenariat, les objets de recherche. Les ressources dans le Sud également se sont développées. Les besoins d'éthique sont de plus en plus importants. Alors, est-ce que, par rapport à l'idée qui a été lancée de réviser cette charte, est-ce qu'il ne faudra pas aller plus loin? Alors, Marc, en tant que ton expérience d'anthropologue. Très bien, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je vais commencer mon propos, notamment pour les jeunes chercheurs et les étudiants qui sont dans la salle, pour rappeler quelque chose qui fait partie un peu de l'histoire de la charte éthique de l'ANRS. J'écoutais Brigitte avec attention, puisque en 2002, on discutait justement sur cette dimension de l'éthique pour les sciences sociales au niveau de la charte éthique. Et bien peu d'anthropologues se sont mobilisés à l'époque pour discuter cette charte éthique avec l'ANRS. Et un des premiers constats qu'on avait fait, je me souviens à l'époque, c'était que on avait bien trouvé une charte éthique de l'anthropologie dans l'association américaine d'anthropologie, mais par exemple l'association française d'anthropologie, alors je ne sais pas si ça a évolué, je n'ai pas vérifié, mais n'avait pas de charte éthique. Et attirer l'attention sur le fait que l'anthropologie, un certain nombre d'anthropologues ont tendance à considérer que du fait que l'anthropologie est une approche émique des acteurs et une approche nécessairement critique serait éthique par essence et qu'il n'y a pas de problème d'éthique lié à la recherche en sciences sociales. Alors moi je vais vous parler en tant qu'anthropologue, il y a des démographes à côté qui vous parleront peut-être de l'éthique en démographie, mais voilà, je vais vous donner 2 petites anecdotes rapides de problèmes éthiques graves posés par de la recherche en anthropologie au Sud. Et donc le premier exemple, c'est un mémoire d'un étudiant dans un programme bien encadré, qui avait bien anonymisé ses données, mais qui avait plusieurs verbatims avec un même prénom fictif. D'accord ? Et ce patient expliquait dans un des verbatims que
dans le service de maladies infectieuses de l'hôpital dans lequel il était suivi, il y avait l'habitude des infirmiers de demander 500 francs CFA pour la pose de la perfusion. Et quand on était séropositif, le montant passait à 2000 francs CFA. Et donc il y avait un verbatim là-dessus. Et par le cumul des verbatims, quand le chef de service a lu les verbatims, il a reconnu le patient. Et il a convoqué le patient et lui a dit, comme tu critiques mon service, là tu dégages tes ARV, tu iras les chercher ailleurs. Donc vous voyez un problème éthique grave, avec un préjudice sérieux. Alors je vous rassure, le préjudice a été résolu, c'est-à-dire que les encadrants de l'enseignant étaient voir le chef de service, ont discuté avec lui en lui disant que s'il fallait sanctionner quelqu'un, c'était peut-être pas le patient, mais plutôt les infirmiers qui réclamaient de l'argent pour poser des perfusions. Le deuxième exemple, c'est sur un autre terrain. Là, l'équipe d'anthropologie travaillait depuis un moment et au cours du terrain, une des personnes vivant avec le VIH avec laquelle l'équipe travaillait dit écoute, il y a 2 personnes vivant avec le VIH qui vont se marier la semaine prochaine. Comme tu as du matériel pour faire des photos et des films, ils te demandent de venir faire des photos et des films. Donc c'était quelque chose de l'ordre du contre-don en anthropologie, d'aller rendre service, c'est-à-dire faire des photos, des films, absolument pas dans un but de collecter des données pour le programme, mais faire un film pour donner aux mariés. Et bien évidemment, ça a été interprété par un certain nombre de personnes vivant avec le VIH dans le milieu associatif comme étant de la capture d'images de personnes vivant avec le VIH. Et donc un problème éthique sérieux. Et donc la personne qui avait invité les anthropologues à venir au mariage faire des photos s'est fait exclure de l'association, et là aussi avec une exclusion de son accès aux ARV. Donc, juste ces 2 anecdotes. Alors je vous rassure, là aussi, elle a récupéré son accès aux ARV, parce que c'était une grosse association financée par AIDS en France, et qu'ils ont bien compris que s'ils faisaient ça, ils allaient avoir des soucis. Donc on a remis l'accès aux ARV, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des problèmes éthiques liés à la recherche en sciences sociales. C'est pas parce qu'on fait de la recherche en sciences sociales ou du qualitatif qu'il n'y a pas de problème éthique. Je voudrais revenir rapidement sur un peu l'historique de la charte éthique. Et je vous disais, cette charte éthique, elle a été discutée, Brigitte l'a rappelé, en 2002, et cette discussion de la charte éthique et surtout cette instauration de la charte éthique par la NRS a provoqué beaucoup de changements. On a entendu hier, il n'y a rien qu'à changer. Beaucoup de choses ont changé, notamment dans ce domaine de l'éthique. D'accord ? Et ça, alors là, il n'y a pas que la NRS qui a été un facteur de changement, mais la naissance des comités d'éthique dans les pays du Sud est en grande partie liée à cette charte éthique dont Brigitte Bazin vient de vous parler. Et donc, on est plusieurs dans la salle à avoir été témoins, les témoins de cette naissance des comités d'éthique au Sud. Ces comités d'éthique sont nés, mais un des soucis, c'est que, vu l'absence de répondants du côté des sciences sociales, il y a un certain nombre de règles éthiques, de principes éthiques, qui ont été déclinés pour les sciences sociales, qui viennent du monde biomédical. Et je dirais qu'à ce moment-là, les sciences sociales se sont laissées imposer un certain nombre de règles éthiques, et que dans les comités d'éthique au Sud, ces règles ont été diversement interprétées. Et que donc ça pose un certain nombre de problèmes. Monsieur le Président, j'ai fini 2 minutes. Ça pose un certain nombre de problèmes dans le sens où il y a des règles éthiques. Un certain nombre de sciences sociales sont des sciences inductives, c'est-à-dire que par exemple, la question de déposer un protocole complet de A à Z, avec des guides d'entretien déjà rédigés, comme certains comités d'éthique l'exigent actuellement, pose un certain nombre de problèmes aux sciences sociales, parce qu'on sait très bien que nos guides d'entretien, ils vont être, en fonction des résultats sur le terrain, vont être modifiés. Pardon, merci. Un dernier détail, c'est pareil avec le formulaire de consentement. C'est-à-dire ce formulaire de consentement écrit, qu'on a un certain nombre dans la salle tous pratiqué, est diversement apprécié par les équipes d'anthropologie ou les équipes de sciences sociales, parce que c'est quelque chose de compliqué qui va gêner l'instauration d'une relation ethnographique sur le terrain, et que donc cette exigence qui est des fois impérative, on commence à avoir certains comités d'éthique en Afrique qui acceptent des consentements oraux. Il y a eu des publications sur le consentement oral dans le cadre de la recherche, mais c'est des habitudes qui ne sont pas encore prises dans tous les pays, dans tous les comités d'éthique, et il y a un certain nombre d'exigences qui sont imposées à la recherche en sciences sociales et qui posent un certain nombre de problèmes. Je vois le président qui s'impatiente, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Tu auras le temps de revenir sur toutes ces questions. Donc on le sent bien, pas mal de nouvelles problématiques qui émergent. Toute la problématique de
de la relation au terrain, de la relation ethnographique au terrain, en lien avec la question du consentement, les formats de protocoles qui sont déjà calibrés sur les problématiques biomédicales, dans lesquelles on voudrait faire entrer les sciences sociales, qui sont un autre problème, et toute la problématique de l'écriture scientifique en sciences sociales, qui pose des problèmes éthiques dans la manière de faire de la recherche et de rendre compte des produits de recherche en sciences sociales. Mais à côté de cela, je crois que le VIH a été l'occasion de reposer plus que jamais les problèmes éthiques dans les pays du Sud. Alors, nous sommes à la fin de l'exceptionnalisme VIH. Alors, quelles sont les perspectives, justement, vues du Sud voilà. Caliste. Et merci. Je voudrais profiter de cette occasion pour déjà dire merci à la plateforme ELSA qui m'a permis de venir à cette conférence, à ce colloque. Et non, c'est pas ça. Et les organisateurs qui m'ont donné cette opportunité de faire partie de ce panel. Donc permettez-moi tout d'abord de vous donner quelques repères sur la mobilisation associative en matière d'éthique de la recherche dans le contexte des pays du Sud. Fort de notre expérience de côtoyer les équipes de recherche et des chercheurs, au Cameroun, nous sommes partis sur le postulat que l'activité de recherche n'était pas une activité neutre, que ce n'était pas une activité non plus apolitique, que ça permettait de gagner des salaires, ça permettait de faire des publications, ça permettait d'avoir la promotion au niveau académique, ça permettait d'équiper certains de nos hôpitaux et de former certains professionnels de la santé, mais que ça produisait du savoir. Constatant ainsi qu'autour de cette activité, il y avait plusieurs acteurs et que ces acteurs avaient parfois des intérêts qui étaient des intérêts divergents, mais autour de la même question qui était la question de la recherche, un des partenaires de la recherche qui est le participant, souvent ces intérêts risquaient d'être piétinés malgré l'existence parfois des institutions pour assurer le contrôle éthique, ou dans le cas du Cameroun où il n'y avait pas des dispositions réglementaires et légales pour encadrer l'activité de recherche, nous avons pensé qu'il était bon pour la société civile de se mobiliser sur la question. Avant 2005, oui, nous travaillions sur la question de l'éthique de la recherche, mais surtout, ce qui nous motivait, c'était le fait que, fort de l'expérience de voir les premières personnes vivant avec le VIH se faire prélever le sang sans qu'elles ne sachent exactement à quoi ça devait servir, se sont retrouvées comme ça en train de participer à la recherche sans le savoir jusqu'au jour où elles apprennent que le médecin ou le professeur X ou Y qui s'occupait d'eux a fait une publication. Et nous nous sommes dit qu'il était temps d'y travailler. Non seulement sur la veille éthique pour accompagner les équipes de recherche et s'assurer du respect des droits des participants à la recherche, mais aussi de former les associations à base communautaire sur les questions d'éthique et d'accompagner des chercheurs à la rédaction des documents, certains documents qui ont été présentés, la notice d'information et autres. C'est vrai que nous avons été mis à la lumière pour ce qui concerne le Cameroun avec le scandale de l'essai tenofovir, mais il faut dire que 2005 a été aussi pour le Cameroun le moment où l'ANRS ouvre son site au Cameroun et qu'à cette occasion, le directeur de l'agence, qui était le professeur Michel Kajashkin, à l'époque, avait pris l'engagement de collaborer avec le milieu associatif, comme eux, ils le faisaient déjà en France, pour avoir l'avis consultatif des organisations et de la société civile. Et une fois parti, le relais sera pris par le professeur Jean-François Delfrécy, qui, à sa première visite au Cameroun,
va être, au cours d'une réunion, interpellé sur la collaboration avec les organisations de la société civile qui sont mobilisées sur la question de la protection des personnes qui participent à la recherche. Et effectivement, à cette occasion, il va réitérer l'engagement de l'ANRS, n'est-ce pas, à demander à toutes les équipes qui sollicitent les financements d'avoir l'avis consultatif du milieu communautaire. Et un autre repère, c'est les années 2006-2009 avec le programme Informe Consent de SIDAction qui a permis donc de consolider les activités du groupe de travail interassociatif au Cameroun, qui est un groupe des organisations de la société civile qui s'intéresse aux questions d'éthique de la recherche en santé. Mais aussi ce programme va permettre de la mobilisation et la formation des membres de quelques associations en Afrique de l'Ouest. C'est le cas des membres de Casabati, du RAM au Burkina Faso, qui va permettre plus tard de mettre en place ce qu'on va appeler là-bas un groupe de travail interassociatif sur l'éthique. C'est le cas des associations au Sénégal, qui va déboucher sur la création d'un groupe qu'on va appeler le RECERS au Sénégal. Et ensuite, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le cas des membres de l'association Shigata et ça a été aussi le cas de NATMAT au Nigeria, ce qui a permis plus tard de mettre en place une sorte de coalition qu'on a appelée la coalition Respect, qui exerçait dans la veille éthique sur des projets de recherche parce que nous constations que davantage il y avait des études qui se mettaient dans les sites différents et dans différents pays et qu'il était nécessaire pour nous de nous concerter sur des projets qui se passent sur le territoire africain. Mais je tiens à dire que jusqu'à aujourd'hui, les experts associatifs siègent au comité scientifique sectoriel numéro 6 à l'ANRS à Paris, non seulement pour participer à la définition des priorités de recherche pour leur pays en choisissant, en notant, en analysant, en critiquant les études qui sont proposées par des équipes de recherche et qui doivent être mises en œuvre dans nos pays comme au Cameroun. Merci. Repose donc sur des auto-réflexions, des pratiques de recherche en sciences sociales en vue de susciter le débat et aussi apporter, si possible, une plus-value dans la charte que nous propose donc l'ANRS sur l'éthique en sciences sociales. Pour ce faire donc, nous allons revenir sur le rôle même de l'éthique, qui est de permettre à tout chercheur d'évaluer les décisions par rapport aux valeurs sous-jacentes à tout projet de recherche dans sa pratique quotidienne. Donc nous revenons sur ce rôle qui est assez important, qui est d'évaluer les décisions qui sont prises et dans la pratique même du chercheur. Alors, pour ce qui concerne les populations clés, vous êtes sans ignorer que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses de sexe et les travailleurs de sexe également figurent parmi ces populations qui sont hautement vulnérables au VIH. Bien entendu, ces populations sont vulnérables au VIH du fait déjà de la prévalence élevée en leur sein et également elles sont aussi vulnérables au VIH du fait de tout ce qui suit, notamment la stigmatisation, la discrimination. Alors, parlons donc des caractéristiques de ces populations. Il faut dire que dans la plupart des pays africains, donc pour ce qui concerne les HSH, on va dire que la pratique sexuelle est, on va dire, punie par la loi. Et ça, on va dire, ceci a tendance à faire que ces populations-là sont cachées. Au Cameroun, par exemple, il y a encore la loi 147 bis qui pénalise donc la pratique de l'homosexualité. Pour ce qui concerne les travailleuses de sexe, il y a les travailleuses de sexe affichées et non affichées, comme pour dire que tout ceci, elles ont vraiment envie, elles n'ont pas toujours envie de révéler donc leur activité. Et à côté de ça, il y a le fait que toutes ces populations appartiennent à un même réseau sexuel.
Alors, quand on revient donc à la définition de l'éthique, qui est une démarche rigoureuse, donc qui réfléchit sur l'action humaine ayant pour but de susciter une interrogation sur la finalité des gestes, sur les raisons et les valeurs qui motivent les choix et les conséquences prévisibles, de manière à orienter les décisions qui soient respectueuses de la dignité humaine. Nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, nous devons donc, de manière avant-gardiste, voir quels sont les actes en termes d'éthique dans la recherche qui pourraient entraver donc le bien-être, on va dire la dignité de ces populations-là. À cet effet donc, toujours en ce qui concerne les caractéristiques de ces populations qui ont souvent tendance à vouloir se cacher, nous avons identifié un premier aspect qui est donc la surinvestigation. Figurez-vous que pour des populations qui n'ont pas toujours, pour des raisons qui sont les leurs, d'être révélées, on leur demande dans des projets de recherche leur nom, le lieu d'habitation, souvent le numéro de téléphone. Vous convenez avec moi que c'est assez réticent pour ces personnes-là, non seulement de continuer, mais de revenir également, puisqu'elles peuvent se demander, mais est-ce que ce n'est pas un répertoire, par exemple, de HSH ou un répertoire de travailleuses de sexe qui est en train d'être fait, quand bien même que ces informations sont importantes, parce qu'elles peuvent servir pour faire, par exemple, des cartographies avec les numéros de téléphone. Au cas où il y a des perdus de vue parmi ces populations, on peut faire un suivi. Donc, ces informations-là ont leur raison d'être. Cependant, par rapport aux spécificités de ces populations, on va dire que ces déterminants-là, la question reste posée toujours. Également, fort toujours du fait que ces populations sont vulnérables au VIH-Sida, il y a de plus en plus d'études qui sont faites ciblant ces populations toujours. Alors, pour ce qui concerne les travailleuses de sexe, les recherches en sciences sociales ont été beaucoup faites préalablement. Pour ce qui concerne les HSH, pour des pays comme la Côte d'Ivoire, les enquêtes socio-comportementales ont commencé autour de fin 2011. Et donc, de plus en plus, il y a plusieurs études qui ciblent ces communautés. C'est bien d'ailleurs. Cependant, du fait que ces populations appartiennent à un même groupe, et avec la multiplicité de ces études qui les ciblent, du coup, ce sont les mêmes personnes qui sont, on va dire, investiguées à chaque fois. Et à cela peut aboutir donc à une saturation. Alors, le dernier point donc de notre intervention, il s'agit des HSH et des travailleuses de sexe mineurs. Alors voilà une pratique qui existe sur le terrain. Les acteurs en sont informés. Cependant, l'éthique dans les projets de recherche exclut ces populations-là dans le cadre des projets de recherche. Donc cet aspect est vraiment important et on se dit, s'il faut attendre 18 ans, il faut attendre que par exemple la travailleuse de sexe ait 18 ans avant d'être incluse dans un projet de recherche, elle risque d'être infectée avant même d'avoir ses 18 ans. Et du fait donc, je vais finir par cela, le fait donc de jouir des droits, le droit à l'information, par exemple, implique donc aux sciences sociales de regarder vers les HSH et les travailleuses de sexe mineurs. Je vous remercie. Certainement, il va falloir, tout à l'heure dans le débat, envisager comment aborder la problématique de la population clé à partir de toutes ces formes de vulnérabilité que nous venons d'envisager. Mais à côté de cela, il y a des façons nouvelles de faire la recherche. Aujourd'hui, il y a les open data, il y a toute la communication basée sur le numérique. Comment est-ce qu'on obtient un consentement informé lorsqu'on fait une enquête par téléphone? Bien, alors Joseph, est-ce que tu peux nous briefer sur cet aspect? Consentement individuel écrit à l'usage. Néanmoins, les recherches en sciences sociales et certaines recherches épidémiologiques observationnelles peuvent être menées sans l'obtention d'un consentement individuel écrit, notamment lorsqu'elles concernent des groupes ou des populations plutôt que des individus, ou lorsque la méthodologie ne fait courir de risques supérieurs à ceux de la vie courante, observation in situ, recueil de discours spontanés. Cette dérogation doit être argumentée dans le projet de recherche et discutée avec les associations locales représentant les personnes atteintes.
Les contraintes méthodologiques propres à certains modes de recrutement et de passation d'enquête peuvent aussi constituer un motif dérogatoire à l'obtention d'un consentement écrit. Et je pense en particulier effectivement à ces enquêtes par téléphone où on atteint les gens directement à ce moment-là, donc on pourrait être sur un consentement verbal, ou sur Internet lorsque l'on va mener des entretiens avec des personnes rencontrées sur Facebook ou d'autres plateformes de rencontres. Cependant, l'absence de recueil écrit d'un consentement ne signifie pas absence d'un consentement et ne signifie pas absence de recueil. Si on a un consentement verbal ou un consentement informatisé, doit-on, et si oui, comment garder trace de ce recueil de consentement? Faut-il avoir un eurodatage, par exemple dans des enquêtes téléphoniques? Faut-il avoir un enregistrement audio du consentement? Ce n'est pas parce que le consentement n'est pas écrit qu'on ne doit pas avoir une trace de ce consentement. Par ailleurs, ça pose des questions sur comment garantir l'accès à une information éclairée dans ces contextes. Nous sommes, mon équipe est en train d'expérimenter une des premières enquêtes nationales par téléphone ici en Côte d'Ivoire. Ça s'est posé avec le comité d'éthique et du coup, nous avons, ça a été très compliqué à mettre en œuvre, une ligne d'information gratuite qui permet aux gens d'avoir une information sur l'enquête à laquelle ils participent puisqu'on n'est jamais en face à face. Alors, je voulais aussi revenir sur la question des personnes vulnérables mineures, puisque dans le cas de recherche sur les mineurs, l'autorisation de la ou des personnes responsables au sens de la réglementation nationale est nécessaire. Or, comment prendre en compte des populations très vulnérables et marginalisées, telles que les enfants des rues, les jeunes travailleuses du sexe ou jeunes homosexuels masculins, pour lesquels il n'est pas possible de recueillir le consentement d'un majeur responsable, ou si jamais on devait aller voir un majeur responsable, on pourrait dévoiler une situation qui serait fortement discriminante. On peut se poser la question de la nécessité d'un régime dérogatoire encadré, à envisager au cas par cas, et qui doit être impérativement discuté avec les autorités nationales afin de trouver un cadre légal qui le permette. Que ce soit pour des recherches purement observationnelles ou éventuellement pour des recherches portant sur des stratégies innovantes d'accès aux soins ou de prévention. Il faut savoir que la loi de certains pays prévoit déjà un cadre dérogatoire, par exemple pour l'accès au dépistage ou à la contraception sans accord parental dès l'âge de 15 ou 16 ans. Autrement dit, le législateur a déjà pensé qu'il y avait des adaptations à faire et peut-être qu'il faut qu'on engage un dialogue avec les autorités nationales de chaque pays pour penser ces populations-là, mais dans un cadre légal. L'autre élément qui n'est pas dans la charte ANRS, c'est la question de la diffusion des résultats. Si la charte évoque l'accès des participants aux résultats de la recherche, c'est sous-entendu aux résultats thérapeutiques de la recherche. On a un essai clinique, on montre qu'un traitement a été efficace, il faut que l'ensemble des participants ait accès à ce traitement. Mais il n'est pas fait de la diffusion des résultats, notamment dans nos disciplines. La diffusion de nos résultats, c'est ce qu'on aura pu montrer. Et dans un... Est-ce finalement la responsabilité éthique des chercheurs de favoriser ou non des revues ou des ouvrages en libre accès, des publications dans la langue des populations étudiées ou des supports de vulgarisation? Est-ce qu'on considère que l'appropriation par les acteurs publics des résultats des recherches en sciences sociales est de l'ordre du travail du chercheur dont faire la vulgarisation, ou à d'autres acteurs de faire le travail de lecture et de traduction, puisque même si on a le sentiment que les sciences sociales sont écrites dans un langage accessible, c'est un langage technique, scientifique, dont une majorité d'acteurs publics n'ont pas la compréhension, et il faut donc qu'il y ait à un moment donné quelqu'un pour faire cette traduction-là. Enfin, je voudrais revenir sur la question de l'archivage des données, qui est de plus en plus souvent exigée maintenant par certaines revues, plutôt anglo-saxonnes et en santé publique, mais aussi par certains bailleurs ou promoteurs. L'archivage des données nécessite en fait de le penser dès l'amont et dès la construction des projets de recherche. Ça nécessite une anonymisation des données, c'est la suppression des identifiants directs, tels que nom, adresse ou téléphone, mais aussi de l'ensemble des identifiants indirects permettant de retrouver les personnes en croisant avec d'autres bases de données ou en croisant les verbatims. Ce qui veut dire soit des techniques autour de l'agrégation de données ou sur une diminution de la précision, par exemple remplacer une date de naissance par une année de naissance. Il y a des techniques autour de ça, mais il y a une vraie réflexion à porter tant pour des données de type quantitative ou qualitative. Ça nécessite aussi, et c'est le plus important, une documentation des données. Un fichier de données ou un recueil d'entretien sans spécifier le contexte, c'est ma dernière diapositive, ne sert à rien, donc il faut le penser et le financer, donc le prévoir dès le début dans les projets de recherche. Il y a des normes pour le quantitatif, sur le qualitatif ce n'est pas très clair, et notamment dans quel répertoire de données diffuser les résultats. Il est nécessaire d'avoir des répertoires de données qui soient pérennes sur le long terme.
On a en Europe le réseau Ketley pour les données, les données sociales, mais qui n'a pas d'équivalent sur le contexte africain. Les instituts nationaux de statistiques africains ont des archives de données, mais qui sont réservées à leurs propres enquêtes. Faut-il envisager un portail institutionnel ou interinstitutionnel? Doit-il être porté par l'ANRS, par des institutions africaines, françaises ou sur un consortium? Et quelle est la pérennité de ces portails sur le long terme? Et faire en sorte qu'on puisse avoir des DOI pour retrouver les données. Archives. Voilà, et il y a toute la question aussi des enjeux des données qualitatives, comment les archiver, de quelle manière, dans quel contexte. Et c'est un enjeu important, l'archivage, puisque c'est la mémoire à long terme, la sous-exploitation des données produites et la question de la reproductibilité des analyses qui est souvent posée, pas forcément toujours adaptée aux travaux de sciences sociales, mais qu'on doit en tout cas néanmoins discuter. Merci.